Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce deuxième webinaire de la mission GEVI animée par Fredon Occitanie en Occitanie. Donc, les animateurs de la mission GEVI en Occitanie, ce sont Jasmine Armand et moi-même Florian Martel. Donc, aujourd'hui, pour le second webinaire, on va parler d'un sujet assez éminemment important en Occitanie. Donc, le webinaire a pour objectif de tenter de vous donner des pistes sur certains organismes et pour prévenir les problèmes de santé des végétaux en Occitanie. Donc, on va, durant cette heure, avoir deux intervenants que je vais présenter après, qui vont nous présenter un panorama des grandes problématiques de santé du végétal en Occitanie. Avant de rentrer dans le détail du webinaire, deux, trois éléments logistiques. Donc, vous pouvez interagir dans le chat, la conversation en haut à gauche de votre barre d'options. On a coupé les caméras et les micros exprès pour plus de fluidité. Et puis, le webinaire est enregistré puisqu'on a l'habitude d'enregistrer les webinaires pour les utiliser comme des outils après d'information, de formation. On les rediffuse sur le site du réseau GEVI. Donc, vous pourrez reconsulter le webinaire a posteriori une fois que dès lundi, on le mettra en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, on est ensemble, tous ensemble, pour parler d'un sujet qui est prédominant dans les GEVI, dans les jardins, espaces verts, infrastructures en Occitanie. On va aborder la question des problèmes de santé des végétaux en Occitanie. On va tenter de brosser un panorama global sur les grandes problématiques de santé du végétal en GEVI. Et on va essayer aussi de vous proposer une lecture de comment faire en tant que gestionnaire face à ce type de problématique. Pour cela, on a deux intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Donc, Jérôme Julien, que je laisserai se présenter précisément durant sa première présentation, et Émeric Lecoeur, qui se présentera également durant sa partie pour nous expliquer un peu plus en détail au départ l'émission de chacun. Voilà. Donc, je laisse la parole à Jérôme Julien qui va aborder la première partie de la présentation de ce matin, 20 minutes à peu près. Ensuite, on aura 5 minutes de questions. Et puis, Émeric Lecoeur prendra le relais avec un quart d'heure de présentation et 5 minutes de questions. Donc, vous n'hésitez surtout pas à interagir dans le chat. Oui, bonjour à tous, merci. Florent, je pourrais avoir la première diapo, peut-être, parce que... et la suivante. Voilà. Donc, je vais intervenir là sur les problématiques de santé des végétaux en GEVI en Occitanie. Donc, pour information, voilà, je suis expert référent national en surveillance biologique du territoire, production horticole et jardins, espaces végétalisés et infrastructures pour le ministère de l'Agriculture. À la DGL, c'est la Direction générale de l'alimentation, sous direction de la santé et de la protection des végétaux, basée au SRAL des Pays de la Loire à Angers. Et donc, je me suis penché là en particulier sur ce volet, la santé des végétaux en GEVI, avec un focus sur les GEVI gérés par des professionnels. On peut distinguer des GEVI jardins d'amateurs, en ce sens qu'ils comportent moins d'espèces potagères ou fruitières notamment. Donc, le contexte est très important à comprendre, ainsi que les impacts divers et variés de ces éléments de contexte, parce qu'ils traduisent les tendances d'évolution constatées ces dernières années vis-à-vis des causes d'origine biotique et abiotique qui peuvent provoquer des affections chez les plantes cultivées. Donc, ces éléments de contexte sont essentiellement liés au changement climatique, avec véritablement des stress divers et variés qui sont causés aux plantes par leur inadaptation à certaines évolutions du climat. Il y a aussi, on peut le dire, un certain nombre de bioagresseurs opportunistes qui vont soit profiter des conditions de ce changement climatique pour se développer par rapport à leur biologie, ou qui vont aussi profiter d'une moindre capacité de résistance des plantes pour se développer.
Donc, en l'occurrence, on constate que le climat méditerranéen remonte progressivement vers le nord avec ses caractéristiques. Cela se ressent jusque dans la partie septentrionale de la France métropolitaine. Des hivers moins froids, globalement, avec moins de jours de gelée et des gelées moins intenses. Donc, ce qui a aussi des conséquences, par exemple, sur l'hibernalisation des espèces à floraison printanière, ce qui est une problématique, par exemple, pour les vergers de fruits à noyaux, mais aussi potentiellement pour des plantes d'ornement à floraison printanière. Alors, on peut voir aussi que ces hivers moins froids, donc plus doux en réalité, vont induire une végétation plus précoce et exposer un certain nombre de plantes à du gel tardif qui peut se manifester au mois d'avril notamment. Alors, on va voir aussi une modification de la répartition des pluies en termes de fréquence et d'abondance, ce que l'on peut voir là très clairement depuis 2-3 ans, mais c'était déjà que le virage s'est fait à partir de 2003, donc il y a 20 ans, et de façon plus marquée depuis 2015. C'est ce que constatent les climatologues de Météo France, notamment, ou de Météo Consult. Donc on peut voir que cette modification de la répartition des pluies peut avoir aussi des impacts sur les végétaux par rapport à leur développement et leur croissance. Les orages peuvent être violents, vous le savez bien, en Occitanie, avec de fortes averses associées parfois à de la grêle, avec du vent fort, parfois des inondations localisées dans les flancs de vallée, dans les points bas. Une augmentation de la durée des sécheresses et du nombre de journées caniculaires. On voit que les sécheresses peuvent même être hivernales maintenant, printanières, et se poursuivre durant l'été jusqu'en début d'automne. Donc c'est quasi continu. Il y a malgré tout des différences qui peuvent s'opérer d'une petite région à l'autre, on va dire plutôt d'une zone pédoclimatique à l'autre, avec aussi des caractéristiques de microclimat dans les GEVI qui sont importants. Et notamment en termes de microclimat, on peut dire que les milieux urbains font l'objet d'un focus particulier pour les GEVI, compte tenu aussi disons des conditions particulières qui les concernent, notamment la concentration de gaz à effet de serre et la possibilité de produire des îlots de chaleur avec les surfaces aussi imperméables que sont les surfaces goudronnées. Il y a aussi de faibles hygrométries estivales qui peuvent entraîner une forte évapotranspiration, un assèchement de la végétation. Et on constate aussi sur les zones littorales une montée de la mer avec une salinisation des terres, ce qui peut être aussi préoccupant pour un certain nombre de plantes sensibles. L'autre élément de contexte considérable vis-à-vis des jardins espaces verts qui sont directement connectés à ces éléments du biotope, c'est la mondialisation des échanges. Effectivement, les flux de plantes pour, disons, l'aménagement paysager, pour les plantations dans les jardins, peut provenir des quatre coins de la planète. Et cela peut induire des introductions, des risques de dissémination aussi d'organismes nuisibles. Alors, il y a depuis une vingtaine d'années des émergences en hausse dans l'Union européenne, malgré les contrôles qui sont réalisés au point d'entrée communautaire avant le dédouanement de la marchandise. Il y a malgré tout des organismes nuisibles émergents dont beaucoup ne sont pas réglementés, mais qui réussissent à se disséminer sur le territoire. Et parfois ont quand même des répercussions fâcheuses. Et puis il y a dans ce lot des espèces réglementées de lutte obligatoire. On va passer à la diapo suivante. Et là, je vais vous présenter quelques manifestations d'origine climatique qui sont différents impacts ou stress, comme les effets de la canicule là, sur une feuille de pommier, des dégâts de stress hydrique en bas à gauche sur un marronnier en ville, dont on voit ici le pourtour du limbe nécrosé, comme pourrait le faire une bactériose vasculaire par exemple, puisque ça se traduit à peu près de la même manière au niveau des parties en croissance. Beaucoup de conifères à écailles de la famille des cupressacées sont aussi très affectés par les faibles hygrométries, la canicule et la sécheresse, comme c'est le cas ici sur un Thuiopsis dolobrata, qui est une plante de collection, mais bon, très proche des thuyas ou des cupressus ou des cupressociparis. Il y a aussi des effets de sécheresse marqués, comme ici sur le cassissier, et puis le gel tardif dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple là sur un hortensia Hydrangea macrophylla.
Alors, si je prends le cas assez emblématique du platane comme arbre dans les jardins et espaces verts gérés par des professionnels, on peut voir que le changement climatique, en particulier le réchauffement, peut avoir des conséquences sur le développement d'un certain nombre de pathogènes. Là, je fais un focus sur les maladies, surtout lorsque les barrières de défense de l'arbre sont atténuées par justement des facteurs de stress. Alors, cela peut être essentiellement dû à la nature du sol, à la profondeur du sol, à la ressource en eau, qui ne lui suffisent pas, disons, à maintenir ces barrières de défense physique et biochimique, sachant qu'il existe une troisième barrière que peuvent activer les plantes à l'encontre des pathogènes, qui est la barrière génétique et qui relève de la tolérance ou voire même de la résistance variétale. Mais donc, s'il y a possibilité pour un bioagresseur de passer ces trois barrières, il y a compatibilité avec le développement. Donc, c'est ce qu'on peut voir avec un certain nombre de champignons lignivores qui, à partir de blessures, vont eh bien, pouvoir se développer, souvent dans un premier temps en saprophyte et ensuite en pathogène. Il y a aussi des champignons pathogènes non vasculaires responsables de chancres divers et variés, notamment sur des plaies de taille ou d'élagage, qui sont assez marqués si la plante n'est pas en capacité de former un bourrelet cicatriciel et de compartimenter ses tissus à l'encontre de leur progression dans l'aubier ou dans le bois. Ensuite, il y a des pathogènes vasculaires dont le plus connu est le chancre coloré du platane. Donc, je ferai un petit focus tout à l'heure sur cette maladie en développement ces dernières années, y compris au-delà de la ligne Bordeaux-Lyon, avec des progressions de foyers vers le nord de la France. Mais on peut trouver disons, d'autres bioagresseurs vasculaires comme la verticilliose ou la bactérie Xyla fastidiosa, sur laquelle je présenterai aussi quelques éléments tout à l'heure de référence. Donc, ces pathogènes sont particulièrement agressifs et sont en mesure aussi d'atteindre les fonctions vitales de la plante. Et puis, les pathogènes racinaires sont aussi favorisés par le contexte du changement climatique, notamment les Phytophthora, qui sont des zoomycètes thermophiles, donc qui vont se développer à la faveur des hivers plus doux et des périodes ensuite, disons, de stress rencontrées par les végétaux. Alors, il leur faut de l'humidité à ces pathogènes pour se développer, mais les périodes de pluie peuvent leur suffire à disons, coloniser les arbres au niveau des racines et du collet, pour la plupart d'entre eux. D'autres Phytophthora comme Ramorum, par exemple, Cambivora, Syringae, voire Cactorum, sont capables d'affecter les parties aériennes. Alors là, je vous montre quelques photos qui ont été prises en Occitanie et qui montrent les risques de confusion lors de la surveillance et de l'examen visuel qu'on peut porter sur le platane, et notamment au niveau des troncs. Il existe différents chancres corticaux qui peuvent s'apparenter à ce que, disons, génère le chancre coloré Ceratopsitis platani, mais là qui est causé par Massaria platani. Donc là, c'est dans les, c'est dans les Landes, j'ai dit en Occitanie, c'est en Nouvelle-Aquitaine, mais bon, c'est proche. Et donc là, on voit des plaques d'écorce qui vont chuter à terre, des fendillements, des éclatements le long d'un axe routier, ici dans un espace vert périurbain. Il s'agit de développement de diaportales de type Phomopsis qui provoquent aussi des fendillements, des éclatements d'écorce. Et là, en fait, la plante a véritablement, disons, essuyé un stress physiologique marqué pour contracter ce pathogène de faiblesse. Voilà, donc ici, on voit un arbre infecté par le chancre coloré du platane en phase évoluée et dont on voit finalement les symptômes assez proches de ce que je vous ai montré précédemment et d'où la difficulté d'établir le diagnostic. Donc on voit aussi ici en médaillon la carte de France métropolitaine avec les zones nouvellement colonisées par ce pathogène vasculaire qui ont touché la Loire-Atlantique il y a quelques années, l'Île-de-France dans plusieurs départements et plus récemment encore en 2022 la région Centre-Val de Loire dans l'Eure-et-Loire. Donc ici les symptômes typiques
plaques mycéliennes, des symptômes un peu en flammes violacées qui marquent le tronc avant d'arriver justement à une expression plus caractéristique aussi de forme craquelée et de dépérissement comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors un autre cas de figure aussi qui traduit les conséquences du réchauffement, c'est la maladie de la suie de l'érable que l'on connaît depuis de nombreuses années, qui était déjà décrite dans différents ouvrages dans les années 60-70, mais qui s'est souvent manifestée après des périodes de sécheresse comme les années 1989, 90 ou 2015 plus récemment, et qui va sur les érables, en particulier la Serre pseudoplatanus, mais aussi d'autres érables comme la Serre platanoides, montrer, disons, la formation de différentes plaques noirâtres recouvertes de spores. Alors, ces infections vont progressivement coloniser le bois de cœur à travers l'aubier et entraîner le dépérissement progressif de l'arbre en état de stress. Donc c'est une problématique qui est en recrudescence ces dernières années compte tenu de l'évolution du climat, en particulier en milieu urbain et périurbain. Sa particularité, c'est que c'est un champignon qui peut provoquer une affection des voies respiratoires des personnes. Donc il y a une question de santé humaine qui est à prendre en compte, tant pour l'intervention vis-à-vis des mesures d'assainissement que des précautions à prendre vis-à-vis du public. Donc c'est plutôt, disons, une problématique allergique qui peut entraîner des complications plutôt que des risques infectieux qui ne sont pas avérés pour l'homme. Et néanmoins, cela présente un risque de santé non négligeable. On peut aussi faire un focus actuellement sur les risques liés aux insectes cambiophages et xylophages qui sont très favorisés par les états de stress des arbres hôtes potentiels, aussi bien des conifères résineux que des arbres feuillus. Là, il y a deux exemples, ce sont les Anoplophora qui sont des capricornes d'origine asiatique, réglementés pour Anoplophora glabripenis et chinensis. Et puis, il y a aussi Monocamus. Donc, les Monocamus non européens sont réglementés, mais il y a un Monocamus gallo-provincialis, bien connu dans la région Occitanie aussi, qui est, lui, vecteur potentiel du nématode du pin. Donc, c'est pour ça Phelancus xylophilus. Donc, évidemment, ces capricornes, autant que des buprestes ou des scolites, peuvent être très impactants déjà par leurs dégâts directs, parce qu'ils vont coloniser les arbres et les arbustes en flux de sève réduit, en état de stress physiologique, on va dire assez souffreteux, et en profiter pour se développer de manière très importante, puisque ce sera corrélé à la ressource disponible pour les larves. Et cela peut entraîner des pullulations, comme on les voit en forêt, mais les jardins espaces verts ne sont pas épargnés. Et ce type de ravageur est véritablement en hausse aussi, y compris avec possiblement des espèces émergentes sur notre territoire, qui proviennent d'Italie, par exemple. Alors, il y a, originaire de Chine, un capricorne que vous connaissez en Occitanie, malheureusement, depuis quelques années. C'est-à-dire que fin 2018 a été identifié pour la première fois sur la commune de Sète, le Xylotrichus chilensis, donc, qui est en fait un capricorne, type de coléoptère. Ah, j'ai eu une coupure. Alors c'est bon, on vous voit votre image est figée, mais on voit tout, on entend toujours. Alors, il y a un petit souci technique. Bon, avant de retrouver Jérôme Julien, ce qu'on peut dire sur Xylotrichus chinensis, c'est que, et je laisserai Émeric compléter, c'est que donc c'est un coléoptère qui s'attaque au mûrier platane qui va pondre en fait sur la couronne de l'arbre et les larves, les œufs et les larves ensuite vont se développer à l'intérieur du tronc. Et ce que vous voyez à l'image, ce sont des trous en fait de sortie des adultes. Alors, les adultes sortent en ce moment, en juin. Ça s'étale un peu jusqu'à début juillet.
Donc, on peut les voir sur les troncs et les écorces. Mais si vous observez des mûriers, notamment des mûriers platanes, avec ces symptômes-là, c'est que, il y a une forte suspicion de présence de Xylotrichus. Je te laisse compléter, Émeric, Tout à fait, ouais. sur ce Bah, point. c'est un bon exemple pour faire écho à ce que M. Julien disait en introduction sur le contexte. On est sur un cas d'introduction accidentelle. On l'a trouvé dans la zone portuaire de Sète, donc probablement un pathogène qui est arrivé par du bois sous forme de larves, ou quelques adultes qui ont été en capacité de s'introduire sur le territoire et de s'installer. C'est des dégâts assez marqués, hein. On est sur des pathogènes à haut impact. Il est connu sur les morus, mais en Asie, il est également ravageur sur des végétaux comme le pommier, le poirier ou la vigne. C'est pas vraiment confirmé, mais c'est ce type d'infestation biologique qu'on cherche à prémunir, voilà, par nos actions de surveillance, par ces diffusions d'informations et aussi par vos remontées en tant que gestionnaire. Typiquement, sur le morus, on n'avait pas ce type de ravageur. Donc voilà, c'est important d'avoir connaissance de ces infestations. Aujourd'hui, on le connaît depuis 4 ou 5 ans sur le territoire. Il y a un travail qui est fait, je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Monsieur Julien est revenu. J'ai eu une coupure, donc je peux reprendre. Merci, Émeric, pour le... Aucun souci, on a pris le relais sur Xylotrichus. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Xylotrichus, hein. On peut peut-être passer à la, dia- à la diapo suivante, d'autant plus que Emeric va un petit peu en parler en termes de concrètement sur le terrain, comment un organisme comme Fredon Occitanie agit. Donc ça pourra permettre aussi de faire le lien. Très bien. Un autre exemple emblématique en région Occitanie, hein, qui est aussi rencontré en région PACA et aussi ponctuellement dans d'autres régions situées plus au nord, c'est le charançon rouge du palmier, donc aussi d'origine exotique, liée à des introductions qui date déjà d'il y a une quinzaine d'années, mais qui a pris de l'ampleur sur le territoire, alors qui est mieux régulé maintenant par la lutte intégrée avec des méthodes de biocontrôle, mais qui reste malgré tout une préoccupation, notamment pour Phoenix canariensis. Alors, je voulais aussi insister sur les risques liés aux insectes piqueurs suceurs de sève, qui sont très intéressés par les végétaux cultivés, d'autant plus que ceux-ci sont irrigués ou situés dans des terres qui assurent la vitalité des plantes, puisque cela constitue pour eux une ressource alimentaire. Ils sont à la recherche de sève pour, disons, se nourrir, assurer leur reproduction et leur descendance. Et évidemment, la plupart des végétaux cultivés sont aujourd'hui de plus en plus convoités par ces insectes qui ne trouvent pas la ressource dans l'environnement, qui se dessèchent parfois dès la fin d'hiver ou début de printemps. Donc en fait, soit les dégâts directs peuvent entraîner eh bien, des réductions de croissance, des pigmentations de feuilles, des colorations, et parfois des dépérissements. Et puis, de façon indirecte, certains de ces ravageurs, notamment les pucerons, les psylles ou les cicadelles, peuvent transmettre des virus, des bactéries vasculaires ou des phytoplasmes. Donc, il y a parfois des difficultés à réaliser un diagnostic compte tenu de cette série, disons, d'attaques directes et indirectes qui peuvent se manifester sur les plantes. Alors, on peut faire un focus sur une punaise d'introduction récente qui est arrivée, ou plutôt qui a été détectée pour la première fois en région toulousaine en juin 2017 sur Quercus frenetos. C'est la punaise réticulée ou tigre du chêne. Il y a d'autres tigres, comme le tigre du Pyrrhis, qui posent beaucoup de problèmes sur les végétaux ces dernières années. Ils vivent face inférieure des feuilles, sont à l'abri des intempéries et peuvent dépigmenter les plantes au point de les affaiblir considérablement et voire de les faire dépérir. En tout cas, on constate souvent un roussissement du feuillage et par voie de conséquence de la mortalité de rameaux, voire de branches consécutives. Donc les Quercus pubescens, Robur, Petrea, Ceris et Phrénétos sont particulièrement sensibles. Et on peut voir jusqu'à 3 générations par an de ce tigre, voilà, en France.
Alors, justement, si je parlais de maladies vasculaires, vis-à-vis des cicadelles que l'on peut aussi associer de façon très proche à des cercopes ou à des afrophores, qui sont des cicadomorphes pour l'ensemble de ces insectes hémiptères, eh bien, ils sont capables de véhiculer, compte tenu de la longueur de leur stylet buccal, des bactéries vasculaires au niveau des vaisseaux conducteurs de sève brute, du xylème, et sont notamment là très surveillés pour les risques de transmission du Xylella fastidiosa. Enfin, cette bactérie vasculaire est détectée depuis 2015 en France, en Corse, en PACA et plus récemment en Occitanie. Peut coloniser plus de 350 végétaux et est véritablement préoccupante. Bon, elle comporte 6 sous-espèces et plusieurs souches de gamme d'hôtes et de virulence variable. En plus, des plantes peuvent être porteuses saines, c'est-à-dire être infecté mais ne pas exprimer de symptômes, ce qui rend plus difficile la surveillance et la mise en œuvre des mesures de prophylaxie. Donc voilà pourquoi la surveillance officielle s'opère, aussi compte tenu des risques qui existent pour certaines productions végétales, comme la vigne, l'amandier, les agrumes ou l'olivier. Mais d'autres plantes, comme Spartium gynceum, les cystes, les mimosas, les lavandes, les romarins, notamment, bon, sont très exposés. Une vigilance particulière est nécessaire vis-à-vis de cette maladie vectorielle. Encore peut-être une minute ou deux, Jérôme, et je pense qu'on est sur la Oui, fin, puisqu'on aborde les terrains voilà, sportifs. Voilà, il n'y a plus que 2 diapos, que je pensais, Angévi, ne pas oublier les gazons sportifs qui sont importants et qui aujourd'hui sont non concernés encore par la non-utilisation de produits chimiques de synthèse. En tout cas, ils ont encore la possibilité de les utiliser jusqu'au 1er janvier 2025. Bon, malgré tout, les méthodes de biocontrôle et autres méthodes alternatives se développent. En tout cas, on peut voir que dans le contexte actuel, il y a beaucoup là aussi d'insectes qui vont convoiter les gazons irrigués, que sont les gazons sportifs, pour se développer. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand l'environnement se dessèche, clairement ces insectes, notamment pour le stade larvaire, là, vont coloniser les zones irriguées, ce qui est le cas des tipules, qui sont des sortes de cousins au stade adulte et dont les larves ont besoin de beaucoup d'humidité et de matière organique pour se développer. Ensuite, les larves de hannetons divers et variés qu'on appelle des vers blancs, communément, avec des dépérissements par plaques aussi qui sont observés sur les greens de golf ou autres terrains sportifs, et des noctuelles terricoles qui sont aussi problématiques localement. Voilà. Quant au niveau des maladies, on peut voir une envolée assez importante ces dernières années de la fusariose hivernale, Microdotium nivalis, des dollar spots, proches des sclérotinia, et piriculariose, qui est une maladie émergente. Donc ces pathogènes sont d'intensité et de fréquence variables, notamment vis-à-vis de la génétique des espèces et variétés de gazons cultivés, des types de sols, du niveau de stress des gazons, mais ce sont des maladies préoccupantes qui peuvent entraîner de gros dégâts et qui nécessitent une surveillance particulière sur les gazons à enjeu en termes de jouabilité ou d'esthétique. Et puis les adventices sont aussi, là je prends l'exemple des gazons, mais on aurait pu en parler pour les gévis en général, amenés à évoluer aussi avec le changement climatique et l'introduction également de certaines espèces exotiques. C'est le cas notamment des graminées d'origine exotique comme les cypérus, les éleusines, les paspalums, les sporobolus ou sténotaphrum, qui sont amenés à se développer dans des gazons de graminées composés plutôt de fétuques, de régras ou de pâturins. Cela dit, dans les gazons sportifs, le pâturin annuel ainsi que les graminées estivales plus communes du complexe PSD, c'est-à-dire Panix digitaire, qui peut être aussi associé à du vulpin ou phalawan, sont aussi problématiques. Et puis les dicotylédones, dans une moindre mesure, peuvent aussi être préoccupantes. Voilà, pour l'essentiel de mon propos. Ok, merci beaucoup Jérôme. On voit qu'il y a beaucoup de problématiques de santé végétale en Occitanie. Il y en a énormément. Bien évidemment, donc c'est un focus, hein, ça vous donne des pistes Oui. et des moyens de vous interroger aussi sur le terrain pour être plus attentif à ce type de problématiques-là.
Est-ce qu'on a quelques questions, Jasmine, dans le chat vis-à-vis de la partie liée à Jérôme je vois Il y qu'on a, a, ouais, il on y a a une une question qui a question été sur posée, le. Ouais, tout je te à laisse la fait. poser. Donc, du coup, on vous demande, est-ce que toutes les espèces d'érables sont touchées? Sur la partie liée Par la c'était la maladie maladie de la suie, c'est ça? Oui, c'est de la ça. suite. Oui, alors c'est essentiellement le sycomore, Acer pseudoplatanus, mais campestre, platanoides peuvent l'être aussi. De façon moins importante, l'Acer saccharinum, etc., qui sont, ou le negundo, moins à même d'être touchés. Bon, il y a malgré tout voilà, une gradation, une hiérarchie dans les niveaux de sensibilité. C'est vraiment le pseudoplatanus qui est le plus sensible, assurément, et qui souvent constitue l'hôte primaire. Mais à partir du foyer primaire, une dissémination peut se faire sur d'autres végétaux alentours, en particulier les érables que j'ai cités. Je dois dire que c'est vraiment une maladie préoccupante, en effet, compte tenu de ce que j'ai dit, dans les milieux fréquentés par le public, qui est en recrudescence. Et on peut recommander le port d'un masque à cartouche pour les personnels qui interviennent. Et l'abattage et l'incinération sont recommandés, mais il est prudent de le réaliser en hiver lorsque la sporulation est la plus minimale, la plus limitée, et notamment en période humide pour éviter autant que possible la dissémination. Voilà, parce que par temps sec, apparemment, les spores sont beaucoup plus volatiles et amenés à se disperser. Merci, Jean, pour ces éléments de gestion et de comment faire si notre arbre est touché. Pour l'instant, pas d'autres questions liées à la présentation, à la première présentation. Je vous propose de continuer avec donc la présentation d'Emeric, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Aymeric Lecoeur, je travaille à la Fredonia-Occitanie depuis environ 2016. Je suis inspecteur, inspecteur sanitaire, essentiellement domaine passeport phyto, mais voilà, j'ai pu intervenir un petit peu sur toutes les surveillances des différentes filières. Donc je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui le rôle de la Fredon et l'organisation aussi avec cette réglementation européenne nationale, l'articulation avec la DRAF Occitanie notamment. Le but aussi, c'est de vous présenter un petit peu la mission de surveillance en jardin espace vert, enfin les différentes missions en fait, puisqu'on agit à plusieurs niveaux. Vous présenter un petit peu la structure, son fonctionnement, son positionnement, et de vous donner des clés sur comment réagir, comment intégrer finalement nos missions, vous, dans vos actions en tant que gestionnaire. Donc la Fredon Occitanie, c'est un organisme à vocation sanitaire, un OVS, professionnel de la santé des végétaux et au centre d'action d'animation de réseau sanitaire. Donc, vous connaissez sûrement déjà le réseau GEVI, forcément, mais on est également organisme délégataire d'inspection sanitaire officielle en santé des végétaux. En fait, on travaille pour principalement 3 organismes, la DRAF Occitanie, donc le ministère de l'Agriculture en région, le CTIFL, le Centre technique interprofessionnel fruits et légumes, et France Agrimaire, qui nous donne une délégation également sur la partie vigne. On s'occupe de faire de la surveillance du territoire, de vérifier les mesures de lutte obligatoires. Il y a un petit volet contrôle à l'exportation, notamment de fruits, et de contrôle en pépinière, donc tout ce qui est dispositif passeport phytosanitaire. On fait également de la formation et de l'accompagnement des détenteurs des végétaux dans la gestion des dangers sanitaires, et donc tout le volet également animation de réseau, que vous connaissez déjà pour la partie GEVI. On a également un petit volet sur les captages d'Occitanie et la lutte contre les ambroisies. L'organisme à vocation sanitaire, c'est une notion qui est importante. C'est une reconnaissance d'État, en fait, l'OVS, pour des cycles de 5 ans, qui nous permet, nous, en tant qu'organisme indépendant, impartial et composé d'un réseau d'experts du sanitaire, de travailler en délégation, en fait, pour ces autorités compétentes, dont la DRAF Occitanie. En fait, on est vraiment sur des missions assez complémentaires. Ce sont des missions qui émanent de la politique publique. J'en reparlerai un petit peu, l'articulation au niveau européen, national, qui sont axés du coup sur l'enjeu santé et environnement.
C'est plutôt des missions qui fonctionnent en réseau, hein, des réseaux qui nécessitent un engagement fort des membres de ce réseau. Et du coup, une complémentarité dans nos missions avec des compétences assez transversales, hein, en gestion du territoire. On a des thématiques qui sont très, très liées. Et on espère justement, à travers ce webinaire, créer un petit peu du lien avec ce réseau GEVI, continuer d'entretenir ce fonctionnement-là. Je te laisse passer sur la diapo suivante. C'est bon, Émeric, sur le principe. Donc, pour vous présenter un petit peu le principe général de la surveillance sanitaire, en fait, on est vraiment sur une réglementation européenne, hein. Au sein de l'UE, il y a eu une catégorisation des dangers sanitaires en fonction, comme on l'a dit, hein, des impacts potentiels, des changements climatiques. En fait, on a des experts, hein, au niveau européen qui vont venir catégoriser, faire du reporting, de la mise en réseau, pour que les décideurs, principalement la Commission européenne au niveau européen et la DGL au niveau français, puissent mettre en œuvre une réglementation européenne traduite en droit français, et mettre en place toute une méthodologie de surveillance pour répondre aux exigences de l'Union européenne. C'est là qu'on va retrouver en deuxième niveau les acteurs de terrain, donc principalement la DRAFSRAL, l'équivalent de la DDC SPP en Corse, qui va avoir pour but en région, hein, les entités décentralisées de l'État, de mettre en œuvre ces mesures de surveillance sur un territoire régional. Donc, je vous rappelle, Frédon Occitanie, DRAF Occitanie, on travaille sur le territoire essentiellement Occitanie. Vous retrouvez le même fonctionnement dans toutes les régions de France. Et après, différents acteurs de terrain, notamment la Fredon. On retrouve le CMAE qui s'occupe plutôt de la partie semences, France Agrimaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, le CTIFL. On a également le réseau DSF, Département Santé des Forêts, et le réseau de SBT, Surveillance Biologique du Territoire. On travaille également après, ensuite, des acteurs de terrain avec tous les laboratoires en santé des végétaux. C'est piloté par l'ANSES. On a également les laboratoires de santé des végétaux, les LDA. Et on a également une transversalité avec la recherche, hein, où on a un appui méthodologique et il y a un échange d'informations, hein, pour affiner toujours l'efficacité de nos missions, les connaissances, hein, sur des pathogènes qui sont beaucoup exotiques, qui n'étaient pas présents sur le territoire. Donc c'est vraiment un travail de réseau, hein, tout ça, avec cette organisation-là au niveau région. Donc pour vous expliquer un petit peu, nous on a une délégation sur 4 domaines, dont le principal, ça va être la surveillance des organismes réglementés émergents. On parle de SOR à notre niveau. Bon, je mets l'emphase plutôt sur les GEVI, hein, donc ça va concerner des espaces verts urbains ou d'accompagnement, où finalement on a toutes sortes de végétaux, on a du feuillu, du conifère, de l'arbuste, de l'herbacée, de la vivace, de l'annuel, on a des gazons, voilà, on a vraiment des végétaux très variés sur les GEVI. Donc, je vais vous détailler un petit peu après notre action sur ces GEVI, vous présenter un petit peu le bilan 2022 et le prévisionnel 2023, en vous détaillant un petit peu quelles sont les missions qui sont déléguées à la Fredon et sur quel compartiment nous on va réaliser nos actions. On travaille également sur les espaces naturels et semi-naturels qui peuvent constituer des réservoirs de certains pathogènes ou certaines maladies, qui peuvent également concerner les GEVI, hein, sur des terrains par exemple de friches, des choses comme ça. Et le volet forêt-bois également qui peut vous concerner dans le cas où on a des peuplements forestiers, notamment conifères, assez présents en région, les feuillus également, où on a certains pathogènes. On a évoqué tout à l'heure le nématode du pin, les monocamus, les anoplophora, tous les longicornes qui pourront s'attaquer à des essences ligneuses. Après, je vous passe un petit peu tout le volet agricole, hein, mais c'est quand même aussi notre cœur de métier sur la viticulture, l'arboriculture, le maraîchage et les grandes cultures. Donc, vous voyez, on essaie d'avoir une couverture assez complète des différents compartiments. On est sur l'agricole, le non-agricole et la forêt. On essaie d'avoir vraiment une action sur l'ensemble des compartiments pour affiner cette surveillance et pouvoir faire de la détection, voilà, en cas d'introduction accidentelle de ces maladies ravageurs réglementées au niveau européen. Peut-être juste pour vous donner des chiffres, en 2022, on a réalisé 3706 inspections, c'est-à-dire 3700 sites inspectés en inspection officielle. Ça représente environ 7200 prélèvements effectués en 2022. Donc, vous voyez quand même qu'on a une action assez large, hein, sur ces... Alors, c'est tout confondu, hein, pas uniquement GEVI, mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qui est fait. On est à peu près une trentaine de salariés inspecteurs à la Fredon cette année. Donc voilà, c'est quand même des missions assez denses.
Et là, le but, c'est rapidement de vous présenter un petit peu tout ce qu'on surveille en GEVI. On en a présenté quelques-uns déjà dans la première partie. Le but, c'est pas vous faire peur, mais c'est d'illustrer un petit peu qu'on est sur des types de nuisibles assez diversifiés. On a des insectes, des champignons, des bactéries vasculaires, certains adventices, voilà, des insectes, des virus, des phytoplasmes. On a beaucoup de choses. C'est classé par catégorie, on va dire. Ceux-là sont peut-être ceux qu'on ne veut pas trouver, voilà, qui ne sont pas présents sur le territoire, mais qui sont recherchés néanmoins du fait de leur impact potentiel sur les filières ornementales et agricoles également, hein. Et sur la diapo suivante, vous verrez plutôt des pathogènes qui sont, eux, par contre, présents sur le territoire de l'Union européenne, qu'on va surveiller de façon un peu plus intensive. On a évoqué Xylella, le chancre coloré du platane. On en a d'autres, on a le Xylotrychus sinensis. Voilà, vous en avez d'autres. Le feu bactérien, peut-être que vous en avez entendu parler. Et puis après, on a certains ORE qui sont peut-être à risque un petit peu plus faible d'introduction, qui vont concerner certaines familles de végétaux, comme par exemple les agrumes, qui sont peut-être un petit peu moins présentes sur le territoire. Néanmoins, c'est surveillé également. Voilà, tout ça pour vous illustrer que dans le cadre de nos inspections sanitaires, on est à la recherche d'environ, dans la globalité, 90 organismes nuisibles réglementés émergents sur ces végétaux. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu le bilan 2022. Le but, c'est d'illustrer un petit peu que notre action en Occitanie, voilà, vous voyez, on ne laisse aucun territoire en dehors de la surveillance et on travaille sur différents compartiments. On appelle ça des unités épidémiologiques, en accord avec une analyse de risque régionale, où on va chercher des sites pertinents pour pouvoir réaliser des examens visuels, des prélèvements. Donc on travaille notamment sur les arboretums, les jardins botaniques, les conservatoires. On a un volet sur les campings, on fait également les gazons sportifs, tout ce qui va être infrastructure, les zones industrielles, les zones commerciales et les cimetières, des zones avec une végétation peut-être un petit peu différente. On travaille également sur les parcs de loisirs, c'est un site assez pertinent du fait de la fréquentation touristique, des flux de personnes et de véhicules qui peuvent être des vecteurs d'insectes notamment. Les roseraies par rapport à des risques sur ces végétaux un petit peu particuliers, sur des viroses. On travaille également sur les villes de 10 000 habitants ou plus, qui sont des espaces fortement végétalisés avec une grosse diversité, beaucoup de flux également de biens, de personnes, donc potentiellement de risques d'introduction de nuisibles. Les zonages des aéroports internationaux, ports de commerce et marchés d'intérêt nationaux, où là également on a des flux de marchandises, hein, agricoles notamment, qui pourraient être à risque. Et enfin, un volet sur les zones semi-naturelles et naturelles, où là, on va chercher peut-être dans des zones qui sont un peu plus de type réservoir, des zones qui sont peut-être un petit peu moins gérées, qui sont peut-être un peu laissées de côté, mais qui sont très pertinentes également, notamment par rapport au risque Xylella, parce qu'on a pas mal de végétaux qu'on va retrouver dans ces zones-là. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en 2022, on était sur 105 prélèvements, 49 sur symptômes, 56 sans symptômes. Et ça a permis de mettre en évidence, là, dans ce cas-là, 2 positifs sur Xylella fastidiosa qui est présente en Occitanie, à Narbonne et à Pamiers, sur des végétaux qui sont plutôt du semi-sauvage, voire sauvage. Là, je vous présente un petit peu ce qui est prévu en délégation pour 2023 sur la SORGEVI, donc surveillance des organismes réglementés émergents dans ce domaine-là. Cela, c'est pour vous illustrer un petit peu voilà, les types de sites qu'on va rechercher, les types de sites pour lesquels on va être amené potentiellement à contacter des gestionnaires pour solliciter un accès, pour solliciter aussi vos observations terrain éventuellement sur ces sites-là, en accord toujours avec une analyse de risque régionale. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on est environ sur 113 actions avec pas mal d'arboretums, jardins botaniques, jardins remarquables, des campings, là encore, des villes de 10 000 habitants, des parcs de loisirs et éventuellement un volet jardin amateur sur signalement uniquement. On intervient également chez les particuliers lorsqu'ils nous signalent des observations de symptômes potentiellement de ravageurs réglementés. Délai sur la diapo. Voilà, donc pour vous décrire un petit peu nous, notre action en tant que agent de terrain, qu'est-ce qu'on fait en fait pour rechercher ces pathogènes?
Principalement, ça va constituer des examens visuels des végétaux, du diagnostic en fait visuel avant tout, à la recherche des symptômes qu'on a évoqués déjà dans la première partie. On a également un volet de piégeage sur certains pathogènes comme le scarabée japonais, le Phytophthorus juglandis. Voilà, il y a un réseau de piégeage d'environ 350 pièges qui est animé sur Occitanie, pas que en Gévy, également sur l'agricole. Mais voilà, on a également des modalités de surveillance un petit peu passives comme ça qui nous permettent de suivre sur une saison les populations potentielles de ces adultes avec des systèmes d'attractifs, phéromones, chromatiques, pièges englués, pièges à impact. On essaie de diversifier ça, qui vient en complémentarité des examens visuels. On fait également des suivis de foyers, notamment dans le cadre du chancre coloré, où les foyers sont connus sur le territoire Occitanie. Donc on va faire, dans le cadre de la réglementation, des suivis de foyers. On va également être amené à réaliser des prélèvements symptomatiques si l'examen visuel peut mettre en évidence des symptômes qui nous évoquent la présence d'un pathogène. Des prélèvements asymptomatiques également qui sont commandés pour avoir un état des lieux, notamment sur des plantes qui pourraient être porteurs sains. Je pense à Xylella, qui a notre gros volet de prélèvements asymptomatiques, afin de mettre en évidence potentiellement des réservoirs qui passeraient inaperçus. Et on a également une partie sur les maladies vectorielles où on va faire du fauchage d'insectes pour collecte de vecteurs potentiels et analyse. Ça va également permettre d'alimenter le volet un petit peu plus recherche en connaissance sur ces potentiels vecteurs de maladies. Donc, je voulais faire un petit focus, alors il va y avoir peut-être quelques rédits avec tout à l'heure, je vais essayer de décrire peut-être un peu plus notre action terrain sur ces nuisibles. En Occitanie, on a quand même des dangers qui sont présents. On a Xylella fastidiosa, sous-espèce multiplex, qu'on appelle communément la bactérie tueuse d'olivier. C'est pas tout à fait vrai, multiplex, c'est une souche qui s'attaque finalement assez peu aux oliviers, mais qui va concerner pas mal de végétaux des Gévy, donc je vous en reparle un petit peu après. Le chancre coloré du platane, je vous en parle également parce que en tant que gestionnaire, vous êtes probablement confronté parfois à des appels sur cette thématique-là de la part de nos équipes. On a également un volet sur le Xylotrichus sinensis et Pochasia, qui est un hémiptère de type cicadomorphe, grosse cicadelle en fait, asiatique, qui a été détecté récemment dans la zone de Montpellier. On a également des émergents et à haut risque que je voudrais vous présenter, qui sont plutôt présents à nos frontières, PACA, Italie ou Suisse pour le scarabée japonais, et également d'autres nuisibles. On a évoqué tout à l'heure les longicornes, qui sont présents en Charente-Maritime. On a la maladie des mille-chancres surnoyés également, qui a été détectée en France, ainsi que son scolite vecteur dans la région Rhône-Alpes, et d'autres longicornes, la fuseuse du pin, qui ne sont pas très loin, potentiellement, qui pourraient concerner des peuplements de végétaux des Gévy en Occitanie. Donc, rapidement, je voulais reparler de Xylella. Je ne m'attarde pas sur la partie symptômes, hormis peut-être le fait de vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en évidence. On est sur du dessèchement, du dépérissement type stress hydrique. Parfois, on est sur de la bactériose vasculaire en type de symptômes avec des dessèchements, avec des marges irrégulières, des choses qui sont un peu plus claires. Ce n'est pas toujours le cas. Je voulais aussi profiter de cette diapo pour vous présenter un petit peu les ressources que Fredon peut éditer, tout comme la DRAF, via la plateforme ESV. Vous aurez des liens en fin de diaporama pour vous, gestionnaire, être en mesure d'avoir des éléments de diagnostic et peut-être affiner un petit peu vos observations. Le but, c'est de vous présenter quand même ce Xylella qui est fortement présent sur le territoire. Sur la diapo suivante, vous allez avoir une carte de situation. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a des foyers assez nombreux dans plusieurs zones, notamment l'Aude initialement, mais depuis peu, des foyers dans le Tarn, la Haute-Garonne, l'Ariège. Depuis hier, ça a été diffusé en Cropsave, un foyer dans la zone Béziers, et on a également un foyer dans la zone Tavel. Donc vous voyez quand même, vous en tant que gestionnaire, vous êtes exposé à ce risque, c'est une maladie vectorielle. Donc les insectes peuvent voyager, être porteurs de cette bactérie et potentiellement contaminer de nouveaux sites. C'est là où on compte un petit peu sur vous pour faire remonter des observations sur vos végétaux dès que vous allez détecter de l'anomalie, dès que vous allez détecter des symptômes peut-être de ce type. Sur la diapo suivante, vous avez quelques éléments diagnostiques. Je préfère qu'on passe un petit peu juste vous parler des espèces hôtes. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'espèces hôtes potentielles. Dans le monde, on connaît 655 espèces, mortelles pour plus de 200. Sur multiplex, on est à peu près sur 300 espèces, 350. Je voulais juste illustrer avec la liste, un extrait de la liste, que on a beaucoup d'espèces des Gévy. On va retrouver l'olivier, les pélargoniums, le laurier sauce, le laurier rose,
les érables, les calystémons, les mycocouliers. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, le frêne, le platane, le figuier, des végétaux qui sont présents quasiment dans tous nos gévies d'Occitanie. Les cystes, voilà, c'est quand même des végétaux courants. Donc là, voilà, on compte un petit peu sur vous aussi pour nous faire remonter vos signalements terrain. On en reparlera peut-être un petit peu après de cette partie signalement et comment vous, en tant que gestionnaire, vous devez réagir en cas d'observation de symptômes sur ces nuisibles. Le chancre coloré du platane, qui est quand même implanté dans la région depuis un moment, pathogène de lutte obligatoire, malheureusement, qui passe par un abattage réglementairement. Là, Jérôme Julien l'a déjà bien présenté, je ne m'attarde pas uniquement ces notions de dépérissement assez soudain. C'est un champignon qui va être assez marqué avec un dessèchement, du craquellement de l'écorce, et puis une défoliation, un désarme malade et une progression de proche en proche, notamment par le biais des racines. Ça, c'est un pathogène qui est fortement suivi sur nos gévies en Occitanie. On a voilà, quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée sur l'émission 2022 chancre qui vont concerner les gévies. Je te laisse passer la diapo suivante. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on voit toute la zone Montpellier-Toulouse en suivant le canal du Midi. On a également une zone à Dour, on a une zone entre le Gard et la région PACA aussi qui est concernée, plus des petits échappements de foyers voilà, sur des zones dans le Tarn, l'Aveyron notamment. Donc voilà, c'est un pathogène qui est fortement présent. Là, on n'est plus sur un risque d'introduction, on est plutôt sur un risque de dispersion. Donc là, il y a forcément voilà, du signalement, aussi des mesures de prophylaxie. Je n'ai pas trop le temps de le développer, mais certains pathogènes, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Pour certains autres, quand on connaît leur modalité de dispersion, qu'on a une bonne connaissance sur ces pathogènes, on peut s'en prémunir. Là, notamment, tout ce qui va être outil de taille sur les platanes, les lagages, potentiellement peut être vecteur, tout comme voilà, toutes les blessures en fait, qui pourraient faire des points d'entrée sur ces végétaux peuvent être des vecteurs. Bon, également l'eau qui peut véhiculer des spores de champignons, malheureusement. Mais il y a également des mesures de prophylaxie qu'on peut mettre en œuvre. Ça pourra faire l'objet peut-être d'autres voilà, d'autres interventions. Nous, on a de la ressource également sur notre site web là-dessus. Voilà, c'est pas forcément des problèmes ingérables, mais il y a aussi une connaissance à avoir sur ces nuisibles, d'où l'importance de diffuser l'information auprès des gestionnaires, comme on le fait aujourd'hui. Et très Émeric, on peut passer sur le chancre coloré. Oui, On je te peut aller laisse. sur d'autres organismes. Bien sûr. Juste pour vous dire, ça fait à peu près 300 inspections chancre, dont notamment 60 signalements. Donc vous voyez quand même que le volet signalement est assez important pour nous. On a besoin de ces remontées terrain, on ne peut pas être partout, on ne peut pas connaître malheureusement l'état sanitaire de tous les végétaux, et c'est là où le réseau GEVI est intéressant pour nous faire remonter ces problèmes et engager de la gestion assez précoce sur ces maladies, sur ces ravageurs. Le longicorne tigre, ça, je vais vous parler plutôt en opérationnel, qu'est-ce qu'on fait. La DRAF Occitanie nous demande, voilà, par rapport à ce nouveau ravageur qui est réglementé aujourd'hui, l'organisme de quarantaine transitoire. On a besoin de collecter de la donnée. Ce qu'on va faire dans la zone Hérault et limitrophes, Aude et Gard, faire des quadras en fait, qui permettent de faire des prospections de délimitation pour connaître l'étendue réelle de l'infestation au longicorne tigre, où on va aller voir finalement un petit peu toutes les communes qui sont dans les zonages, essayer de voir sur le terrain finalement l'état réel de cette contamination pour justement prendre des décisions en termes de mesures de surveillance et de mesures de gestion. Donc là également, potentiellement, nos inspecteurs seront amenés à vous contacter, vous gestionnaires, pour un petit peu connaître la localisation des mûriers platanes par exemple, ou profiter vous de vos observations terrain pour savoir si vous avez observé ce type de dégâts sur vos mûriers platanes. Je voulais également vous parler de Pauchasia qui a été détecté, qui lui aussi est organisme de quarantaine transitoire pour l'instant, détecté dans la zone Montpellier-Castelnau-le-Lez, hémiptère asiatique, le fulgore asiatique, qui est polyphage malheureusement. Là, c'est assez récent, il y a eu très peu de captures, mais potentiellement des populations installées. Donc là aussi, on diffuse l'info, on fait appel à vous en tant qu'observateur terrain pour nous faire remonter d'éventuels signalements sur cet hémiptère. Il est assez caractéristique, il ne ressemble pas à grand-chose d'autre. Il y a une confusion possible en France, mais celui-ci, voilà, il a une tache jaunâtre au niveau de
des ailes, sur la zone médiane de l'aile externe. Et la larve est assez caractéristique avec ses cires, ces filaments de cire qui ressemblent un petit peu à des parachutes qui vont lui permettre de se déplacer plus facilement. Et il s'attaque plutôt aux parties feuillues. Il va être polyphage, hein, on le connaît. Pas très bien en Europe, mais potentiellement plusieurs centaines d'espèces qui pourraient défolir. Je vais vous parler aussi de la cochenille tordue du pin, là aussi organisme de quarantaine transitoire qu'on surveille dans tous les compartiments cette année, notamment la forêt et les gévies. Elle a été introduite dans la région de Saint-Tropez en 2021. Elle a été détectée voilà, sur les pins. A priori, seul le pin d'Alep se montre résistant et potentiellement un pathogène à fort impact puisqu'il va conduire à du dessèchement des rameaux fins et voire de l'arbre entier, production de fumagine, c'est-à-dire une substance un petit peu noirâtre, collante, hein, et le dépérissement, le dessèchement des pins infestés. Là, aujourd'hui, on n'a pas encore détecté en Occitanie, mais potentiellement, il n'est pas très loin et il pourrait arriver. Là encore, par du déplacement de végétaux, déplacement de personnes. On n'est pas à l'abri qu'ils sont introduits sur nos gévies. Donc voilà, je voulais vous en parler pour profiter de l'alerte précoce, hein. On ne l'a pas encore dans trop de zones. C'est là où c'est important de nous faire remonter vos observations également, même des suspicions si vous n'êtes pas sûr. N'hésitez pas. Le but, c'est vraiment de faire remonter de l'info. Le scarabée japonais, là également un polyphage, hein, qui est présent en Italie et Suisse, qui est pareil, pas très très loin. C'est un petit scarabée vert brillant, caractérisé par des touffes de soie sur la partie de l'abdomen. Voilà, ça peut ressembler également à d'autres insectes. C'est le côté très prolifique, on va dire. On va retrouver des dizaines d'individus et une défoliation qui est caractéristique, où en fait il va laisser les nervures et consommer finalement tout le reste du limbe. On retrouve, on parlait des gazons sportifs tout à l'heure, on va le retrouver au stade larvaire dans les gazons, où il va conduire à des dessèchements, observation de taches, un petit peu de jaunissement. Là aussi, je vous en parle parce que on suppose qu'il va arriver dans les prochaines années. On ne le souhaite pas, mais il se déplace facilement par les véhicules. Donc là également, sur des détections précoces, des remontées même, hein, de la part de particuliers, n'hésitez pas à les réorienter sur la DRAF ou la Frédon. Justement, je vais vous parler peut-être maintenant un peu plus de comment ça se passe concrètement, vous en tant que gestionnaire, parce qu'on vous présente beaucoup de bestioles, beaucoup de symptômes. Finalement, quels sont les bons réflexes pour vous quand vous avez un doute finalement, une fois qu'on a écarté peut-être les problèmes que vous connaissez bien? Alors juste pour un terme logistique, hein, on approche de la fin. On va prendre encore 5 minutes, alors 1 ou 2 minutes pour Aymeric, et puis on va conclure le webinaire pour éviter de trop déborder. On a un peu démarré en retard, du coup je me permets de conclure d'ici encore 5 minutes. Voilà. Donc Aymeric, je te laisse conclure sur les diapos du comment faire pour le gestionnaire, parce que c'est Voilà. aussi un élément important. Voilà, pour moi, on arrive à la partie vraiment où on a un message à vous faire passer en tant que gestionnaire. Voilà, on compte sur vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement, voilà, quand on observe quelque chose qu'on ne connaît pas? Comment on procède? Il y a de la ressource, hein. Le but, c'est quand même de tenter d'identifier le problème. Est-ce qu'on est sur du biotique, de la biotique? Est-ce que c'est un problème de pratique, d'irrigation? Voilà, de se poser la question, d'évaluer, hein, comme l'a dit Jérôme Julien en introduction. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un problème avec l'arbre? Est-ce qu'il a été implanté récemment? Est-ce qu'on a un problème de développement? Est-ce que l'état des racines ou du tronc est correct? Est-ce qu'il y a des plaies, des cavités? Qu'est-ce que vous observez finalement? L'état physiologique, est-ce qu'il y a des dépérissements? Quel est l'historique également? Voilà, on va commencer par évaluer tout ça. C'est un peu une approche globale du diagnostic de l'arbre. On va dire, ça marche aussi, hein, pour le reste, hein, pas que les ligneux. Mais voilà, se poser la question, qu'est-ce qui a pu se passer? Et puis finalement, quand on en arrive au stade où on se dit, là vraiment, il y a quelque chose qui m'alerte, je sais pas trop ce que c'est, ça pourrait ressembler à ce que j'ai vu sur certaines fiches, certains sites web, certaines newsletters, certains BSV. Et là, on passe par une méthode de signalement, hein. Donc là, on sort du programmé, où on va faire de la programmation dans les GV, on va plutôt prendre l'entrée inverse, où vous allez nous faire remonter des éléments importants. Nous, on a besoin de savoir la nature et le nombre des végétaux concernés, éventuellement une surface concernée. Il s'agit de gazons sportifs, de peuplement forestier par exemple. La localisation de ces végétaux, plus c'est précis, mieux c'est. Le nom du détenteur, si jamais c'est pas vous, mais que vous avez identifié des végétaux et que vous savez à qui ils appartiennent, ou le nom du site à minima. Nous décrire ce que vous avez observé, les symptômes, l'historique,
tous ces éléments-là, les éléments de diagnostic également que vous pouvez collecter auprès des équipes techniques, par exemple, en termes d'intensité, de distribution de la maladie ou des symptômes, l'historique, la progression, peut-être un avis technique. Typiquement, cet entretien-là est assez important parce que des fois, on va mettre en évidence des problèmes auxquels on n'aurait peut-être pas pensé tout de suite, qui vont permettre d'écarter la suspicion. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer des photos, mettre de côté des échantillons si vous capturez des insectes, si vous avez des rameaux avec des cochenilles, des choses comme ça. Mettez-les de côté, tout ça, ça nous intéresse, des éléments complémentaires pour le diagnostic. Et on aura évidemment besoin du contact d'un gestionnaire ou d'un signalant, d'un responsable, pour pouvoir prendre rendez-vous avec lui si on estime que le risque est présent et qu'il y a quelque chose à faire. Donc, je vous ai mis les adresses de contact de l'OVS Fredon Occitanie, également de la DRAF. Vous avez une adresse mail où vous pouvez signaler. De toute façon, nous, on a une interaction constante entre les deux organismes. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que le signalement est remonté, que ce soit Fredon ou DRAF? C'est la diapo suivante, du coup. Comment ça se passe suite à un signalement? L'OVS ou la DRAF, on va échanger, on va décider de la pertinence d'une intervention, d'une visite sur site et d'une inspection en fonction des symptômes et des informations qu'on aura collectées. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un inspecteur va prendre contact avec le gestionnaire pour échanger sur cette observation de symptômes, pour essayer d'affiner le diagnostic et prendre éventuellement un rendez-vous. Avec votre accord, on va essayer de programmer une intervention. Si le site est un site fermé, on aura besoin de vous pour accéder. Si c'est un site public, on peut être autonome aussi là-dessus, mais c'est toujours intéressant de rencontrer les gestionnaires et d'échanger avec vous. Et dans ce cas-là, on va déclencher une inspection dans le cadre d'un signalement. Donc on est sur une inspection officielle. L'inspecteur se déplace, on va réaliser un examen visuel. Et si l'examen visuel met en évidence des symptômes ou la présence de nuisibles, on va réaliser des prélèvements pour confirmer ou infirmer ce diagnostic. Le prélèvement est à charge de la DRAF, Occitanie dans ce cas-là. On est sur de la mission d'intérêt général. Le but, c'est bien la détection précoce. Et le retour d'analyse va nous permettre de conclure finalement sur la présence ou non d'un pathogène réglementé sur les végétaux. Et ensuite, s'il y a détection, nous, OVS, notre mission s'arrête là, on va dire. Finalement, c'est l'autorité compétente. Dans ce cas-là, ça va être la DRAF Occitanie qui va engager après toutes les mesures réglementaires de gestion. Qu'il s'agit d'une interception, ça peut arriver, un lot de végétaux qui a été introduit récemment. Potentiellement, on n'a pas encore contaminé son environnement. On peut être sur quelque chose de très ponctuel, très restreint, tout comme on peut être sur une vraie foyer, on va dire, une vraie détection de foyer, ou des mesures de gestion, là, en fonction du pathogène, de la gravité, vont être mises en place réglementairement par la DRAF Occitanie. Et je vais conclure, pour vous dire que cette surveillance, on appelle ça surveillance événementielle, sur signalement, remontée de terrain, on va dire des acteurs terrain du réseau. Et la surveillance programmée que nous, on fait en amont sur les différents sites que je vous ai présentés, où on va faire une analyse de risque, essayer d'être le plus pertinent possible, ça permet une bonne couverture finalement des différents compartiments, une bonne efficacité, être le plus exhaustif possible, faire du partage d'informations, c'est vraiment ça le mot-clé, faire remonter de l'info, nous aussi, nos actions en termes de formation, de ressources, tout ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de gagner aussi un petit peu en compétences, en méthode, pour faire ces observations, et finalement, en conclusion, d'avoir une vision globale sur l'état sanitaire, sur la région, sur les différents végétaux à risque. Vous, gestionnaire, vous êtes quand même le premier agent terrain, vous êtes sur site régulièrement, vos équipes sont sur site, vous êtes en capacité de faire de l'observation de dépérissement. Le but, c'est de capitaliser sur vos compétences, vous avez beaucoup de techniques, ça c'est indubitable, quand on échange avec vous, on le sent, on le perçoit. Nous, on a vraiment envie d'avoir ce fonctionnement et entre guillemets, d'avoir une équipe de correspondants observateurs sur le terrain qui sont en mesure de nous alerter et de faire de la détection et donc de la gestion précoce d'une contamination. C'est vraiment indispensable sur ces pathogènes réglementés qui sont à fort impact, fort potentiel invasif. On l'a dit, ils sont exotiques dans nos climats. Avec les changements qu'on observe, on peut avoir des choses où on a des générations multiples par an, on a vraiment un potentiel explosif sur ces contaminations. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter toute suspicion, même mineure, une photo, un mail, n'hésitez pas, nous, on peut réagir rapidement là-dessus. Et vous avez Je vais passer sur les ressources Émeric, comme ça on mettra en disposition, on a dépassé le temps, donc on a quelques remarques dans le chat avant de conclure sur les 2-3 outils que je vais vous présenter et qui mettront un terme à ce webinaire.
Donc, on a des remarques d'Adrien Darroman sur Xylella. Donc, on a pu observer le même phénomène dans des foyers avérés de Xylella fastidiosa multiplex avec des espèces infectées qui n'étaient pas connues comme sensibles à cette bactériose. Voilà, donc ça, ce sont éventuellement des retours que vous pouvez nous faire directement à Fredon en nous contactant pour nous faire remonter ces observations. Et puis, multiplex touche principalement des végétaux présents en milieu naturel. Néanmoins, d'autres espèces d'intérêt sont sévèrement affectées dans l'Aude, comme les lavandes et les amandiers. Donc, voilà, un témoignage de terrain qui montre aussi que de nombreux acteurs connaissent le sujet et s'y intéressent. Est-ce que ça amène une réaction assez rapidement de votre part, Jérôme ou Émeric, sur J'avais juste une information à donner sur le chancre coloré du platane en précisant qu'un arrêté ministériel a été rédigé par la DGL. J'y ai contribué avec d'autres collègues et il est en principe prévu d'être diffusé en fin d'année 2023. En tout cas, il a vocation à être associé à une nouvelle édition du guide de bonne pratique qui lui aussi est en cours de révision en lien avec Plantes et Cités qui en assure la coordination au niveau national et à travers des ateliers ou des groupes de travail auxquels participent les Fredons, aussi l'UNEP, des arboristes conseils, etc. Le but, c'est véritablement de mettre en œuvre des mesures de prophylaxie pour prévenir les risques et en cas de gestion de foyer, de pouvoir réaliser la désinfection, la dévitalisation et toutes les opérations d'assainissement. Donc, c'était utile aussi qu'on puisse actualiser ce guide en correspondance avec le nouvel arrêté ministériel à venir. Donc, à venir très prochainement, ce nouveau guide et ce nouvel arrêté. OK. Alors, ça, c'est des choses qu'on... Un guide des infographies. Voilà, quelque chose d'assez simple qui va aussi concerner les intervenants sur les voiries, sur les travaux publics, sur les constructions qui ne sont pas du domaine végétal, mais qui ont une influence en termes de risque de dissémination. Super. Sur cette information actuelle. Quid du suivi de l'orme? Alors, l'orme, on n'a pas parlé de l'orme, mais qu'est-ce qui peut toucher l'orme en quelques mots? L'orme, c'est surtout depuis 1972 la problématique de la graphiose qui s'est beaucoup développée, qui est aussi un cératocystis, ulmi, donc très proche du chancre coloré du platane, et qui a laissé peu de spécimens d'Ulmus campestris en réalité sains jusqu'à présent, mais heureusement, il y a une trentaine d'années, l'INRAE a travaillé sur des hybridations avec différentes espèces d'origine asiatique, notamment pour obtenir les Ulmus resista. Donc on a aujourd'hui possibilité de planter Ulmus resista, Saporogold, le Lutèce, le New Horizon, le Cathédrale, qui sont différents cultivars de clones résistants à la graphiose. Voilà, donc l'orme est malgré tout ainsi réintroduit dans les parcs et jardins pour assurer l'ombrage, la fixation des sols, les composites, etc. Et c'est tant mieux parce que c'est une essence aussi intéressante d'un point de vue écologique pour les gévies. Très bien, merci Jérôme pour cette information. Pas d'autres questions, donc je vais juste en une minute très rapidement vous parler de quelques outils qu'on anime nous à l'échelle du réseau Gévi. Donc on a ce réseau Gévi, puis on a aussi une mission d'animation du bulletin de santé du végétal. Donc ça c'est un partenariat qu'on a avec la DRAF Occitanie. Donc l'idée de ce bulletin de santé du végétal, c'est de faire connaître des problématiques de santé du végétal en Occitanie et de vous donner également des conseils sur des prophylaxies ou de gestion de reconnaissance de certains organismes. Donc là, par exemple, vous avez sur la diapo le dernier bulletin de santé du végétal sur le Xylotrecus longicorne tigre. Donc, vous pouvez les consulter sur notre site, sur le réseau Gévi, le site du réseau Gévi, mais aussi sur le site de l'Afredon. Et vous pouvez aussi, en tant qu'observateur, participer à la remontée d'observations, de photos et de quelques infos qui nous seront utiles dans le cadre de ce bulletin de santé du végétal.
en fonction des observations qu'on observe. Si ce sont des suspicions d'organismes réglementés émergents, on transmet après aux collègues comme Emeric, par exemple, qui se chargeront de vérifier ou pas sur le terrain la véracité de l'observation. Donc, être observateur du BSV GEVI, c'est vraiment peu de temps attribué par an, alloué par an à la remontée d'observation, hein. Et c'est aussi focaliser son observation sur ce que vous observez et pas garder ça dans votre tête ou entre vous, mais de le partager avec nous. Voilà. Donc, toutes les informations, elles sont sur le site du réseau GEVI. Et si vous avez envie d'être observateur, vous pouvez directement nous contacter, me contacter moi ou m'appeler ou aller sur le site du réseau GEVI. Vous avez un formulaire d'inscription. Donc voilà, je passe très rapidement. C'est le formulaire d'inscription au BSV GEVI. Donc on est en recrutement, hein. On aimerait bien avoir de plus en plus d'observateurs pour pouvoir multiplier les observations. Dernière diapo, ce sont les ressources qu'on crée à l'échelle de la mission GEVI. Donc, on crée beaucoup de ressources, hein, techniques. Alors, on a parlé des stades aujourd'hui, on en crée aussi sur les stades. On a participé au guide planto-local de la RB Occitanie. On crée beaucoup de guides sur des différentes thématiques, une plaquette sur la réglementation aussi liées au zéro phyto. Et puis sur la surveillance sanitaire, on met en œuvre des outils, notamment ces plaquettes que vous retrouverez en téléchargement sur le site de Fredon Occitanie. Dans l'onglet surveillance, vous aurez en fait les différents organismes suivis. Vous avez les plaquettes qu'on crée, qu'on actualise en fonction des avancées des connaissances aussi et qu'on distribue sur le terrain. Donc, dès qu'on vient vous voir sur le terrain, on a ces plaquettes avec nous et on peut vous en donner quelques exemplaires. D'autres outils que je vous laisserai découvrir dans le document de présentation de ce webinaire qui sera mis directement en ligne sur notre espace échange, notre espace bibliographique sur le site Fredon Occitanie et qui sera aussi mis en ligne sur un article qu'on créera qui permettra de vous faire connaître la rediffusion de ce webinaire. Donc, soyez attentifs sur notre site Réseau GEVI, vous aurez la rediffusion du webinaire très prochainement. Une petite diapo très simplement pour vous dire qu'on a beaucoup de webinaires en rediffusion sur d'autres sujets. Et ça fait partie de la ressource qu'on valorise. Donc, on a beaucoup de webinaires, en fait, on en a 5-6 qu'on a mis en rediffusion sur notre site. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Pour nous, ça se veut comme des outils de formation, hein. Même plus que de l'information, c'est aussi parfois des outils de formation pour vous donner des pistes d'action dans vos activités et renforcer certaines compétences que vous avez. Et puis le prochain webinaire qu'on proposera, ce sera en septembre autour des îlots de fraîcheur végétalisés et de la désimperméabilisation avec des intervenants à venir et notamment notre collègue Julie Choubel qui travaille sur ce sujet en ce moment. J'ai pas mis dans l'agenda, mais on a parlé aujourd'hui des problématiques sur les stades. Donc, Jasmine et moi, on vous prépare 2 journées techniques, l'une à Foix et l'autre à Lunel, fin septembre et début octobre. Les invitations vont partir très prochainement sur la thématique des stades en zéro phyto. Voilà, donc on fera partir les invitations très prochainement. Soyez attentifs. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à relayer ou à vous inscrire. Et pour aller plus loin, toujours pareil, Jasmine et moi qui animons la mission GEVI, on est attentifs à vos questionnements, vos interrogations. Le pôle surveillance sanitaire est très présent sur la thématique de la surveillance des végétaux. Et puis ma collègue Anne-Marie travaille sur les ambroisies. Et puis moi, comme je vous le disais, je travaille aussi à mettre en place et à mettre sur pied un réseau d'observateurs autour du bulletin de santé du végétal. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour intervenir et transmettre vos observations. Je remercie Jérôme et Émeric pour leur présentation. Merci beaucoup. Ça va ouvrir peut-être d'autres thématiques de webinaire. En attendant, on vous remercie, Jasmine et moi, pour votre participation à toutes et à tous. Et on vous propose de nous retrouver sur d'autres thématiques plus tard en webinaire et sur d'autres outils et d'autres moments de terrain avec nous.